Mon père a fait irruption par la porte de mon appartement sans frapper. Son visage était rouge de panique et de désespoir. Il a claqué une épaisse pile de documents juridiques sur ma table de cuisine, éparpillant les papiers sur la surface. « Ta sœur Emma doit 850 000 $ à des gens très dangereux », a-t-il déclaré, sa voix tremblant d'urgence. « Ils viendront la chercher demain matin, et tu es le seul à pouvoir lui sauver la vie, Kenny. J'ai besoin de cet argent d'ici demain. Tu dois nous aider. » J'ai fixé ces papiers, mon monde basculant. Le poids de ces documents me semblait plus lourd que leur présence physique ne le suggérait. Alors que je prenais la première page, des souvenirs m'ont submergé comme un barrage brisé, libérant des années de ressentiment et de douleur accumulées. Ayant grandi dans la banlieue de Denver, Emma avait toujours été l'étoile brillante, tandis que je restais invisible à l'arrière-plan. Elle avait 3 ans de moins, dotée de traits remarquables et d'une personnalité charismatique qui attirait les gens comme des mythes vers une flamme. Pendant ce temps, j'étais le silencieux, l'étudiant assidu qui obtenait d'excellentes notes, mais qui ne recevait jamais les mêmes éloges qu'Emma recevait pour sa simple existence. Après le lycée, j'ai occupé 2 emplois pour payer mes études en commerce à la Colorado State University. Emma, elle, avait convaincu nos parents de financer son année sabbatique en Californie, où elle était censée avoir découvert sa passion pour les médias sociaux et la création de contenu de style de vie. Alors que j'étudiais la finance d'entreprise et la stratégie commerciale jusque tard dans la nuit, Emma publiait des photos de coucher de soleil sur les plages de Malibu et construisait ce qu'elle appelait sa marque personnelle. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai lancé mon cabinet de conseil, Turner Solutions, spécialisé dans l'aide aux entreprises en difficulté pour réorganiser leurs opérations et leurs finances. Ces 2 premières années ont été brutales. Je travaillais 16 heures par jour, je vivais de news instantanées et de café, et je réinvestissais chaque dollar dans l'entreprise. Lentement, la nouvelle de mon taux de réussite auprès des sociétés en difficulté s'est répandue. Les entreprises du Fortune 500 ont commencé à solliciter mon expertise pour leurs projets de redressement les plus complexes. Emma, pendant ce temps, s'était transformée en ce qu'elle appelait une influenceuse de style de vie et entrepreneur. Son compte Instagram présentait des sacs à main de créateurs, des repas dans des restaurants coûteux et des destinations de voyage de luxe. Elle faisait la promotion de divers produits auprès de sa base croissante d'abonnés, affirmant qu'elle construisait de multiples sources de revenus grâce au marketing d'affiliation et au contenu sponsorisé. Nos parents se vantaient constamment du succès commercial d'Emma et de son approche innovante de l'entrepreneuriat moderne. La première fois que ma famille a demandé une aide financière, c'était il y a 2 ans. Emma avait accumulé 12 000 $ de dettes de carte de crédit pour acheter du matériel de photographie et payer des séances de photos professionnelles. Elle avait expliqué en pleurant qu'investir dans la création de son contenu était essentiel pour sa croissance professionnelle, mais que les flux de trésorerie étaient temporairement serrés. J'ai fait le chèque sans hésiter, croyant à ses promesses de me rembourser une fois que ses prochains contrats de sponsoring seraient conclus. 6 mois plus tard, Emma avait besoin d'argent pour le loyer de son appartement du centre-ville. Ensuite, c'étaient les paiements de voiture pour sa BMW louée. Chaque demande venait avec des explications élaborées sur des retards de paiement de marque, des revers temporaires dans ses entreprises ou des dépenses imprévues qui avaient perturbé son budget soigneusement planifié. J'ai couvert chaque dette, chaque urgence, chaque crise, car c'est ce que la famille fait les uns pour les autres. L'année dernière, mon père m'a approché avec des factures médicales totalisant 15 000 $. Il prétendait que maman avait besoin d'un traitement spécialisé pour une maladie cardiaque, et que leur assurance ne couvrirait pas les procédures expérimentales. J'ai immédiatement transféré l'argent, pour découvrir des mois plus tard que maman était en parfaite santé. Mon père avait utilisé l'argent pour couvrir des dettes de jeu de ses week-ends au casino de Black Hawk. Maintenant, assis à ma table de cuisine avec 850 000 $ de documents de dette étalés devant moi, j'ai réalisé que le schéma de manipulation avait dégénéré au-delà de tout ce que j'avais imaginé auparavant. Mon père faisait les 100 pas frénétiquement dans mon petit salon, passant ses mains dans ses cheveux grisonnants, tout en expliquant la dernière crise d'Emma. Selon son récit, Emma s'était impliquée dans des investissements en crypto-monnaie au cours de l'année précédente. Elle avait promu diverses monnaies numériques auprès de ses abonnés, affirmant avoir des informations privilégiées sur les opportunités émergentes dans l'espace de la blockchain. Ses publications sur les médias sociaux affichaient des captures d'écran de comptes de trading montrant des gains massifs, des achats de luxe financés par son succès en crypto et du contenu motivationnel sur l'indépendance financière grâce aux investissements numériques. La réalité, comme mon père l'a révélé à contre-cœur, était bien plus sinistre. Emma avait convaincu des centaines de ses abonnés d'investir leurs économies de toute une vie, sur la base de ses recommandations.
Elle s'était présentée comme une experte en crypto autodidacte qui avait transformé un petit investissement initial en millions. Les gens lui avaient fait confiance, ils avaient liquidé leur compte de retraite, ils avaient emprunté sur la valeur nette de leur maison, et ils avaient investi les fonds d'études de leurs enfants, basés sur ces promesses de rendement garanti. Lorsque les stratagèmes se sont inévitablement effondrés, les abonnés d'Emma ont tout perdu. Mais au lieu de disparaître tranquillement, plusieurs investisseurs avaient découvert la véritable identité et l'emplacement d'Emma. Ils ne sont pas juste en colère d'avoir perdu de l'argent, a expliqué mon père, avec une agitation croissante. Certains de ces gens ont perdu toutes leurs économies, leur maison, leur avenir. Ils blâment Emma de les avoir délibérément induits en erreur, et ils réclament justice. Elle reçoit des menaces de mort, Kenny, a dit mon père, sa voix tombant à un murmure. Ces gens savent où elle vit, où elle travaille, où elle fait ses courses. Ils sont organisés, et ils sont sérieux. Emma se cache dans différents hôtels chaque nuit, mais ils continuent de la trouver. Elle ne peut plus vivre comme ça. J'ai étudié les documents juridiques plus attentivement, reconnaissant l'entête d'un cabinet d'avocats de renom de Denver. Les documents décrivaient plusieurs poursuites judiciaires intentées contre Emma pour fraude en valeurs mobilières, publicité mensongère et violation de la protection des consommateurs. Le montant total des dommages réclamés dépassait 850 000 $, avec des dommages-intérêts punitifs supplémentaires et des frais juridiques également recherchés. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement déclaré faillite? J'ai demandé, bien que je me doutais que la réponse révélerait des détails encore plus troublants. Le visage de mon père s'est assombri et il a évité le contact visuel. Elle ne peut pas déposer le bilan, Kenny. Il y a des complications avec la structure de son entreprise. Ses avocats disent que la façon dont elle a créé ses sociétés la rend personnellement responsable de tout. De plus, si elle déclare faillite, le tribunal enquêtera sur la façon dont elle a dépensé l'argent, ce qui pourrait entraîner des accusations criminelles. Les pièces commençaient à se connecter dans mon esprit. Emma n'avait pas simplement fait de mauvaises recommandations d'investissement à ses abonnés. Elle avait probablement mis en place une sorte de stratagème de fraude délibérée, peut-être un système de Ponzi, où elle utilisait l'argent des nouveaux investisseurs pour payer les participants précédents, tout en détournant les bénéfices pour elle-même. Le style de vie luxueux qu'elle présentait n'était pas financé par un succès commercial légitime, mais par le vol auprès de personnes qui lui faisaient confiance. Que attends-tu exactement de moi? J'ai demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Paie la dette, a dit mon père sans hésiter. 850 000 $ et tout cela disparaît. Les poursuites sont réglées, Emma peut repartir de zéro, et notre famille peut passer à autre chose après ce cauchemar. Tu es le seul à avoir ce genre d'argent, Kenny. Ton entreprise a eu un succès incroyable. Tu peux te le permettre. La manière désinvolte dont il discutait d'une somme aussi énorme révélait comment ma famille en était venue à considérer mon succès financier. Pour eux, mes années d'éducation, de sacrifice et de travail acharné avaient simplement créé une ressource qu'ils pouvaient exploiter à tout moment. Ils voyaient mon argent comme leur fonds d'urgence, disponible sur demande pour toute crise qu'ils créaient. Et si je refuse? J'ai demandé. L'expression de mon père s'est durcie. Alors Emma va en prison, et probablement pire avant que cela n'arrive. Ces gens à qui elle doit de l'argent n'attendront pas que le système judiciaire fasse son travail. Ils veulent récupérer leur argent, et ils se moquent de la manière. Emma a fait une erreur, mais elle reste ta sœur. Vas-tu vraiment la laisser souffrir parce que tu es trop égoïste pour aider ta famille? Voilà. Le chantage émotionnel, la manipulation, l'implication selon laquelle mon succès financier m'obligeait d'une manière ou d'une autre à résoudre les problèmes de tout le monde. J'avais entendu des variations de ce discours des dizaines de fois au fil des ans, mais jamais avec des enjeux aussi élevés. En regardant l'expression désespérée de mon père, j'ai réalisé qu'il croyait sincèrement que j'allais simplement faire un chèque et faire disparaître ce problème. Il ne doutait pas que la loyauté familiale outrepasserait mon jugement, que mon amour pour Emma m'aveuglerait sur la réalité de ce qu'elle avait fait. Dans son esprit, ce n'était qu'une autre urgence familiale où Kenny interviendrait et sauverait la situation. J'ai pensé aux publications Instagram d'Emma de l'année passée, à ses déclarations confiantes sur l'indépendance financière et l'investissement intelligent. Je me suis souvenu d'avoir été fier de son succès apparent, même légèrement jaloux qu'elle ait trouvé un chemin aussi facile vers la richesse, alors que j'avais travaillé si dur pour la mienne. Maintenant, je comprenais que toute sa personnalité publique avait été construite sur des mensonges et de l'argent volé. J'ai besoin de voir toute la documentation, ai-je dit finalement. Relevé bancaire, registre d'investissement,
l'étendue complète de ce qu'elle doit et à qui. Si je dois aider, je dois comprendre exactement à quoi nous avons affaire. Le soulagement de mon père était palpable. Bien sûr, absolument. Emma a tout organisé. Elle travaille avec des avocats et des comptables pour régler cela. Tu fais le bon choix, Kenny. La famille doit se serrer les coudes, surtout dans des moments comme celui-ci. Alors qu'il se préparait à partir et à rassembler les documents supplémentaires, je me suis demandé comment j'étais devenu le distributeur automatique familial désigné. Quand mon succès avait-il créé une obligation de financer les échecs de tout le monde, et, plus important encore, combien de fois allais-je les laisser exploiter ma loyauté avant de finalement dire « assez ». Le lendemain matin est arrivé avec le retour promis de mon père, transportant 2 mallettes supplémentaires remplies des dossiers financiers d'Emma. En tant que consultant en affaires qui avait passé des années à analyser des structures financières d'entreprises complexes, j'ai immédiatement commencé à organiser les documents systématiquement. Ce que j'ai découvert au cours de ces 30 premières minutes de révision m'a glacé le sang. Ma propre signature apparaissait sur des dizaines de demandes de prêts, d'accords de crédit et de documents de partenariat commercial que je n'avais jamais vus auparavant. Selon ces papiers, j'étais répertorié comme co-garant pour de multiples prêts commerciaux totalisant plus de 400 000 $. Mon numéro de sécurité sociale, les informations de mon permis de conduire et même des copies de mes déclarations de revenus étaient joints à des demandes de lignes de crédit que je n'avais jamais autorisées. « Papa », ai-je dit, brandissant un contrat de prêt de la First National Bank daté d'il y a 6 mois. Ceci porte ma signature, mais je n'ai jamais mis les pieds à la First National Bank de ma vie. Comment expliques-tu cela? Son visage a immédiatement rougi, et il a commencé à tripoter sa tasse de café. Eh bien, Kenny, Emma était désespérée. Elle avait besoin de quelqu'un avec un bon crédit pour contresigner certains investissements commerciaux. Elle savait que tu voudrais aider si tu comprenais l'opportunité, alors elle a falsifié ma signature sur des documents légaux. Ai-je interrompu, ma voix montant. Papa, c'est un vol d'identité. C'est de la fraude. Comprends-tu ce que tu es en train de me dire? La posture défensive qu'il a adoptée m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une erreur ou un malentendu. Emma avait systématiquement volé mon identité pour financer ses stratagèmes d'investissement frauduleux, et mon père en était conscient depuis le début. Au cours de l'heure suivante, j'ai utilisé mes contacts professionnels pour vérifier l'étendue des dommages. Des appels téléphoniques à diverses banques et institutions financières ont révélé un schéma de vol d'identité qui durait depuis plus de 8 mois. Emma avait ouvert des lignes de crédit commercial en utilisant mes informations, elle avait contracté des prêts d'équipement pour son entreprise de création de contenu, et elle avait même garanti une hypothèque sur une propriété commerciale que j'étais censé avoir achetée à des fins d'investissement. Mon pointage de crédit, qui avait été excellent grâce à des années de gestion financière responsable, avait été détruit. Des paiements en retard, des lignes de crédit prolongées et des prêts en défaut apparaissaient désormais sur mon rapport de crédit. Selon les agences de crédit, j'étais financièrement surendetté et représentais un risque de prêt important. Mais la découverte la plus dévastatrice est survenue lorsque j'ai retracé la piste de la manière dont Emma avait obtenu mes informations personnelles. Des messages textes sur le téléphone déverrouillé de mon père ont révélé des mois de planification et de coordination. Emma lui avait demandé de photographier des documents sur mon bureau lors de dîners de famille chez moi. Elle avait demandé des copies de mes déclarations de revenus, qu'il lui avait fournies à partir de fichiers que je lui avais remis à des fins de planification successorale. Le plus troublant, c'est qu'ils avaient discuté des meilleures approches pour me manipuler afin que j'accepte la responsabilité des dettes que je n'avais jamais contractées. Un échange de SMS d'il y a 3 mois m'a donné la nausée. Emma, le prêt de la Denver Community Bank a été approuvé avec les infos de Kenny. Je leur ai dit qu'il voyageait et que je m'occupais des papiers en tant qu'associé. Papa, bien. Combien as-tu obtenu? Emma, 75 000. Assez pour couvrir le prochain cycle d'investissement et satisfaire les abonnés avec de gros gains. Papa, que se passera-t-il quand Kenny le découvrira? Emma, d'ici là, nous aurons fait assez de profit pour tout rembourser, plus un supplément. Tu seras fier de notre intelligence. En lisant ces messages, j'ai réalisé que ma famille n'avait pas seulement trahi ma confiance. Ils avaient joué avec tout mon avenir financier, basé sur l'hypothèse que leur stratagème fonctionnerait d'une manière ou d'une autre. Ils n'avaient jamais envisagé la possibilité que je puisse être tenu légalement responsable des dettes qu'ils avaient créées en mon nom. Une enquête plus approfondie a révélé que l'opération de fraude en crypto-monnaie d'Emma était encore plus sophistiquée que je ne l'avais initialement compris.
Elle n'avait pas seulement promu de mauvais investissements auprès de ses abonnés. Elle avait géré ce que les forces de l'ordre classeraient plus tard comme un système de Ponzi classique, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour payer de faux rendements aux participants précédents, tout en siphonnant des bénéfices pour son usage personnel. Le style de vie luxueux qu'elle présentait sur les médias sociaux et les vêtements de marque, les restaurants coûteux, l'appartement haut de gamme et les voyages internationaux avaient été financés par de l'argent volé à des personnes qui faisaient confiance à ses conseils d'investissement. Elle avait créé de faux comptes de trading montrant des gains massifs, elle avait truqué des captures d'écran de transactions rentables, et elle avait fabriqué des témoignages d'investisseurs prétendument prospères. Mais Emma avait commis une erreur critique qui finirait par exposer toute son opération. Elle était devenue gourmande, et elle avait commencé à promettre des rendements mathématiquement impossibles à maintenir. Lorsque l'argent des nouveaux investisseurs n'a pas pu suivre le rythme des paiements promis, le stratagème a commencé à s'effondrer. Plutôt que d'admettre sa fraude et d'en assumer les conséquences, elle avait redoublé d'efforts en utilisant mon identité pour obtenir un financement supplémentaire afin de maintenir l'opération en cours. L'hypothèque de propriété commerciale que j'étais censé avoir signée s'est avérée être la tentative d'Emma de créer une façade commerciale légitime pour ses opérations. Elle avait établi une société appelée Digital Asset Strategy, me répertoriant comme l'investisseur principal et le partenaire gérant. Cela donnait à son opération un air de légitimité lors de la promotion d'opportunités d'investissement auprès de victimes potentielles. Le rôle de mon père dans le stratagème s'étendait au-delà de la simple fourniture d'accès à mes informations personnelles. Les dossiers bancaires montraient qu'il recevait des paiements mensuels de l'entreprise d'Emma, officiellement répertoriés comme « frais de consultation », mais en réalité, sa part de l'argent volé. Au cours de l'année passée, il avait complété son revenu de retraite avec les produits de l'opération de fraude de sa fille. La découverte la plus effrayante est survenue lorsque j'ai trouvé des enregistrements sur le téléphone d'Emma que mon père avait accidentellement laissés derrière lui. Dans ces fichiers audio, Emma et son associé, un homme nommé Brad Peterson, discutaient de leur stratégie à long terme pour l'opération. Ils m'avaient identifié comme leur stratégie de sortie, quelqu'un avec suffisamment de richesse légitime et de succès commercial pour couvrir leurs dettes si le stratagème s'effondrait. Dans un enregistrement, Emma riait en expliquant ça, police d'assurance. Même si tout s'écroule, Kenny nous sauvera. Il le fait toujours. Le gars ne peut pas dire non à la famille, surtout si nous le faisons se sentir suffisamment coupable. De plus, une fois que son nom est sur tous ses documents, il devra payer de toute façon, sinon sa propre réputation sera détruite. La réponse de Brad était encore plus dérangeante. Et s'il refuse de coopérer, nous avons suffisamment de preuves de son implication pour faire croire qu'il faisait partie de l'opération depuis le début. Sa signature est surtout maintenant. Qui va croire qu'il ne savait pas ce qui se passait? Assis dans mon bureau à domicile, entouré de preuves de la trahison la plus élaborée que je pouvais imaginer, j'ai réalisé que ma famille ne m'avait pas seulement demandé de payer la dette d'Emma. Ils avaient systématiquement détruit ma réputation financière, volé mon identité et créé une situation où je serais tenu légalement responsable de crimes que je n'avais jamais commis. Ils avaient prévu d'utiliser mon amour et ma loyauté contre moi, confiant que je sacrifierais mon propre avenir pour les protéger des conséquences de leurs actions. Les 850 000 $ qu'ils voulaient n'étaient pas seulement le paiement de la dette d'Emma. C'était une rançon pour ma propre vie financière, prise en otage par des gens en qui j'avais entièrement confiance. Ils avaient tout misé sur leur capacité à me manipuler une fois de plus, sans jamais considérer que je pourrais découvrir toute l'étendue de leur tromperie. Alors que la lumière du soleil de l'après-midi filtrait par les fenêtres de mon bureau, j'ai commencé à planifier ma réponse. Ce n'était pas une autre urgence familiale où Kenny ferait tranquillement un chèque et prétendrait que rien ne s'était passé. Emma et mon père avaient franchi des lignes qui ne pouvaient pas être franchies, violé une confiance qui ne pouvait pas être restaurée et commis des crimes qui ne pouvaient pas être ignorés. Pour la première fois depuis des années, je n'allais pas être la solution familiale à une crise qu'ils avaient créée. J'allais devenir leur plus gros problème. La carte de visite dans mon portefeuille appartenait à Sarah Mitchell, une détective privée que j'avais engagée 2 ans auparavant pour effectuer une diligence raisonnable sur un client de fusion potentiel. Son expertise en matière d'enquête sur la fraude financière avait joué un rôle déterminant dans la découverte d'irrégularités comptables qui avaient fait économiser des millions de dollars à mon entreprise. J'avais maintenant besoin de ces mêmes compétences tournées vers les activités criminelles de ma propre famille. Le bureau de Sarah occupait le dernier étage d'un immeuble de grande hauteur du centre-ville de Denver, avec des baies vitrées donnant sur les montagnes rocheuses. Sa réputation de discrétion et de rigueur en avait fait l'enquêtrice préférée de plusieurs grandes entreprises traitant des cas de fraude interne. Lorsque je l'ai appelée cet après-midi-là,
elle a accepté une réunion d'urgence malgré son emploi du temps chargé. « Kenny, je dois te demander, » a-t-elle dit après avoir examiné les documents que j'avais apportés. « Es-tu prêt pour ce que nous pourrions trouver ?» Les enquêtes familiales découvrent souvent des informations plus dévastatrices que la fraude financière. Parfois, l'ignorance est vraiment un bonheur. « J'ai besoin de tout savoir », ai-je répondu. Si je veux me protéger légalement et financièrement, je ne peux pas avoir de surprise. Ce que Sarah a découvert au cours des 72 heures suivantes a brisé toutes les illusions qui me restaient sur le caractère de ma famille. Utilisant son réseau de contacts dans les banques, les forces de l'ordre et la criminalistique numérique, elle a reconstruit la chronologie complète et l'étendue de l'entreprise criminelle d'Emma. L'opération de fraude en crypto-monnaie fonctionnait depuis 14 mois, et non les 6 mois que mon père avait affirmé. Les premières victimes d'Emma étaient ses propres amis d'université et anciens collègues, des gens qui la connaissaient personnellement et qui faisaient confiance à ses recommandations en raison de leur relation. Elle avait convaincu son ancienne colocataire, Jessica, d'investir l'héritage de sa grand-mère, promettant des rendements garantis qui financeraient les frais de scolarité de Jessica à l'école de médecine. Lorsque Jessica a tout perdu, Emma l'avait consolée en affirmant que la volatilité du marché était temporaire et que de plus gros bénéfices étaient à venir. Elle avait convaincu Jessica de contracter des prêts étudiants pour des investissements supplémentaires, promettant que les rendements couvriraient à la fois les pertes initiales et les nouveaux remboursements de prêts. Jessica faisait maintenant face à la faillite à l'âge de 24 ans, ses rêves d'école de médecine étant détruits par une dette qu'elle ne pouvait pas rembourser. Le schéma s'est répété avec des dizaines d'autres victimes. Monica, l'amie d'Emma au lycée, avait investi toutes les économies de retraite de ses parents sur la base des promesses d'Emma. Un ancien collègue nommé Derek avait hypothéqué sa maison pour participer à ce qu'Emma appelait des « opportunités d'investissement exclusives » disponibles uniquement pour son cercle intérieur. Chaque victime recevait le même traitement, de petits rendements initiaux pour établir la confiance, suivis de demandes d'investissement plus importants, se terminant par des pertes totales et des explications élaborées sur des conditions de marché temporaires. Mais l'enquête de Sarah a révélé quelque chose d'encore plus sinistre qu'un système de Ponzi standard. Emma ne perdait pas l'argent de ses victimes par de mauvais investissements. Elle déplaçait délibérément leurs fonds vers des comptes offshore dans les îles Caïmans et en Suisse, se constituant une fortune personnelle pendant que ses victimes faisaient face à la ruine financière. Les dossiers bancaires obtenus grâce au contact de Sarah dans les forces de l'ordre montraient un réseau complexe de sociétés écrans et de transferts internationaux conçus pour cacher les avoirs volés. Emma avait établi des comptes sous de faux noms dans 3 pays différents, accumulant plus de 2 millions de dollars de fonds volés, tout en maintenant le prétexte d'être une entrepreneuse en faillite qui avait perdu de l'argent aux côtés de ses investisseurs. La découverte la plus dévastatrice concernait la participation plus profonde de mon père au stratagème. Il n'avait pas seulement fourni l'accès à mes informations personnelles et reçu des paiements mensuels. Il recrutait activement des victimes par le biais de ses réseaux sociaux, ciblant les enfants adultes de ses amis et présentant les opportunités d'investissement d'Emma comme des entreprises approuvées par la famille. Sarah a trouvé des enregistrements audio de mon père appelant ses amis golfeurs, les membres de son église et d'anciens collègues, expliquant comment sa brillante fille avait découvert des opportunités d'investissement incroyables dans l'espace de la crypto-monnaie. Il avait utilisé ses relations et sa réputation pour donner de la crédibilité à Emma lorsqu'elle approchait des victimes potentielles qui auraient pu autrement être sceptiques quant aux conseils d'investissement d'une jeune influenceuse des médias sociaux. « Ta sœur et ton père ont escroqué au moins 300 personnes, a expliqué Sarah lors de notre réunion de suivi. Le montant total volé dépasse 4 millions de dollars, et non les 850 000 dollars qu'ils réclament. Ils ne reconnaissent que les dettes qu'ils ne peuvent pas cacher, espérant que tu paieras celles-là pendant qu'ils garderont le reste de leurs avoirs volés protégés. Les comptes offshore n'étaient qu'une partie de leur stratégie de protection des actifs. Emma achetait des produits de luxe, des œuvres d'art et des bijoux qui pouvaient être facilement liquidés ou cachés si les forces de l'ordre commençaient à enquêter. Elle avait acheté une maison de vacances au Costa Rica sous une fausse identité, et elle avait établi des relations commerciales avec des opérations de blanchiment d'argent spécialisées dans l'aide aux fraudeurs en crypto-monnaie pour cacher des fonds volés. Mais la révélation la plus choquante concernait leur stratégie de sortie pour faire face à ma résistance potentielle à leurs demandes. Sarah avait obtenu des messages textes entre Emma et un associé nommé Marcus Chen, spécialisé dans la manipulation d'identité et la fraude documentaire. Ils avaient discuté de la manière de me présenter comme le cerveau derrière le stratagème d'investissement si je refusais de payer leurs dettes. Le plan était sophistiqué et terrifiant dans son ampleur. Emma avait construit un faux récit qui me dépeignait comme son partenaire commercial silencieux, qui avait fourni le capital initial et l'orientation stratégique pour ses investissements en crypto-monnaie. Elle avait créé de faux courriels pour moi,
discutant des stratégies d'investissement, elle avait falsifié des documents montrant mon implication dans la formation de son entreprise, et elle avait même mis en scène des photographies de nous ensemble lors de réunions d'affaires qui n'avaient jamais eu lieu. Si j'avais refusé de payer leurs dettes, Emma prévoyait de prétendre que j'avais été le véritable architecte du stratagème de fraude, utilisant sa présence sur les médias sociaux comme façade pour mes activités illégales. Elle affirmerait que je l'avais manipulée pour promouvoir des investissements tout en cachant mon identité pour éviter la surveillance réglementaire. Les documents falsifiés appuieraient ces affirmations, faisant croire que j'avais été impliqué depuis le début. Le rôle de Marcus Chen était de fournir de faux témoins qui témoigneraient de ma prétendue implication dans des réunions de planification et des sessions de stratégie. Il avait recruté plusieurs personnes qui jureraient sous serment qu'elles m'avaient vu diriger les activités d'Emma et recevoir des bénéfices de l'opération de fraude. En échange de leurs faux témoignages, ces témoins étaient payés avec les fonds de crypto-monnaies volés. Ils ont essentiellement créé une opération de chantage, a expliqué Sarah. Soit tu paies leurs dettes et acceptes la responsabilité des crimes que tu n'as pas commis, soit ils détruisent ta réputation et te présentent comme un cerveau criminel. Ils ont couvert tous les angles pour s'assurer que tu ne puisses pas refuser leurs demandes. La preuve était accablante et méticuleusement documentée. Emma et mon père avaient passé des mois à planifier non seulement la fraude elle-même, mais aussi la stratégie de manipulation qu'ils utiliseraient pour forcer mon acquiescement lorsque leur stratagème s'effondrerait inévitablement. Ils avaient armé mon amour pour la famille contre moi, confiant que mon désir de protéger Emma m'aveuglerait sur leurs véritables intentions. Mais Sarah avait découvert une faiblesse critique dans leur plan. Dans leur arrogance et leur cupidité, Emma et ses associés avaient laissé des empreintes numériques tout au long de leurs opérations. Chaque courriel, message texte, transfert financier et session de planification avaient été documentés de manière à pouvoir être tracés et vérifiés. Leur tentative de m'accuser s'effondrerait sous l'examen minutieux, car les preuves montraient clairement la chronologie de leur tromperie. Tu as tout ce dont tu as besoin non seulement pour te protéger, mais aussi pour t'assurer qu'ils subissent les conséquences appropriées, a dit Sarah. Mais Kenny, tu dois comprendre que cela détruira tes relations familiales de manière permanente. Il n'y a pas de retour en arrière possible après ce niveau de trahison une fois que tu l'exposes. Regardant la ligne d'horizon de Denver depuis le bureau de Sarah, j'ai réalisé que mes relations familiales avaient déjà été détruites. Au moment où Emma a falsifié ma signature sur ce premier document de prêt. Les personnes qui m'avaient élevé, que j'avais aimé et soutenu pendant des années, n'avaient jamais réellement existé. Elles avaient été remplacées par des criminels qui ne me voyaient que comme une ressource à exploiter, puis à jeter lorsque cela leur convenait. Le choix devant moi n'était pas entre la loyauté familiale et l'autoprotection. C'était entre la justice et le fait de permettre à des criminels dangereux de continuer à victimiser des innocents, tout en utilisant mon identité comme bouclier. Emma et mon père avaient fait leur choix lorsqu'ils avaient décidé de construire leur empire criminel sur la fondation de mon identité et de ma réputation volée. Il était maintenant temps pour moi de faire le mien. La révélation que ma famille avait déjà informé leurs associés criminels de mon paiement garanti a créé une menace physique immédiate qui nécessitait une planification sophistiquée. Les contacts de Sarah et les forces de l'ordre avaient identifié les partenaires commerciaux d'Emma comme des membres d'un réseau de fraude organisé qui utilisait l'intimidation et la violence pour recouvrer les dettes et faire taire les témoins potentiels. Ce n'étaient pas des victimes désespérées en quête de justice, mais des criminels professionnels à qui l'on avait promis 850 000 $ en échange de leur patience. Le détective Robert est de l'unité des crimes financiers du département de police de Denver a accepté de me rencontrer ce soir-là dans un lieu non marqué dans la banlieue de Lakewood. Ses 20 ans de carrière à enquêter sur la criminalité en col blanc lui avaient donné une vaste expérience de la fraude en crypto-monnaie et des réseaux criminels organisés qui exploitaient les monnaies numériques pour le blanchiment d'argent et les transferts d'actifs internationaux. L'opération de ta sœur est liée à un réseau plus vaste sur lequel nous enquêtons depuis 2 ans, a expliqué le détective. Les gens avec qui elle travaille ont déjà eu recours à la violence contre des débiteurs non coopératifs. L'année dernière, ils ont hospitalisé un ingénieur logiciel à Phoenix qui avait tenté d'exposer leurs opérations. Il y a 6 mois, ils ont incendié une maison à Sacramento appartenant à quelqu'un qui menaçait de les signaler aux autorités fédérales. L'ampleur de la menace est devenue claire lorsque le détective a exposé la structure du réseau criminel. Emma n'était pas une opératrice indépendante qui s'était laissée dépasser. Elle avait été recrutée par une organisation établie spécialisée dans la fraude en crypto-monnaie, utilisant les influenceurs des médias sociaux comme opérateurs de façade, tout en fournissant l'infrastructure technique et les capacités de blanchiment d'argent nécessaires au vol à grande échelle. La décision intelligente et la garde protectrice pendant que nous montons le dossier fédéral, a poursuivi le détective. Ces gens s'attendent à un paiement demain,
et lorsqu'ils ne le recevront pas, ils supposeront que tu prévois d'exposer leurs opérations. Cela fait de toi une menace directe pour une entreprise criminelle de plusieurs millions de dollars. Travaillant toute la nuit avec le détective et l'agent spécial du FBI Linda Rodriguez, j'ai élaboré un plan complet qui protégerait ma sécurité tout en rassemblant les preuves nécessaires pour poursuivre l'ensemble du réseau criminel. Le plan exigeait une préparation méticuleuse et une synchronisation parfaite, mais il offrait la meilleure chance d'assurer la justice pour les victimes d'Emma, tout en me gardant en vie assez longtemps pour témoigner. La première étape consistait à liquider les actifs qu'Emma et ses associés connaissaient, tout en protégeant secrètement ma richesse principale par des canaux auxquels ils ne pouvaient pas accéder. J'ai contacté mes partenaires commerciaux chez Turner Solutions, expliquant qu'une urgence familiale m'obligeait à prendre temporairement du recul par rapport aux opérations, tout en maintenant une confidentialité totale sur la situation. Ils ont accepté de gérer le cabinet en utilisant nos protocoles d'urgence établis, permettant la continuité des activités sans les exposer à des menaces potentielles. Ma conseillère financière, Patricia Goldman, m'a aidé à restructurer mes actifs par une série complexe de fiducies et de véhicules offshore, conçus pour protéger ma richesse légitime contre la saisie criminelle et les litiges civils potentiels. L'objectif était de faire croire que j'avais des fonds accessibles limités, tout en assurant en fait mon avenir financier, quelle que soit l'évolution du dossier criminel. Si quelqu'un vient chercher ton argent, il trouvera assez pour croire que tu coopères, mais pas assez pour faire de toi une cible permanente, a expliqué Patricia alors que nous finalisions les transferts. Le gros de ta richesse sera protégé par des structures qui ne peuvent pas être retracées jusqu'à ton identité actuelle. Pendant ce temps, Sarah se coordonnait avec les enquêteurs fédéraux pour documenter tous les aspects de l'opération criminelle d'Emma. Son équipe avait obtenu des images de surveillance des hôtels où Emma se cachait, elle avait enregistré des conversations téléphoniques avec ses associés criminels, et elle avait tracé des transactions financières qui révélaient toute l'étendue du réseau de blanchiment d'argent. Chaque élément de preuve renforçait le dossier fédéral tout en offrant une protection supplémentaire pour mon éventuel témoignage. La préparation de la maison a nécessité l'attention la plus minutieuse aux détails. Je devais créer une scène qui communiquerait clairement mon message tout en fournissant aux forces de l'ordre la preuve de la réaction de mon père à la découverte de ma disparition. Chaque pièce était équipée de caméras cachées et de dispositifs d'enregistrement audio qui capteraient sa réponse lorsqu'il réaliserait que sa manipulation avait échoué. J'ai retiré tous les objets de valeur de la maison, y compris les photographies de famille, les documents importants et tout ce qui avait une valeur sentimentale. L'objectif était de créer l'impression que j'étais parti définitivement, tout en veillant à ce que rien d'important ne soit endommagé ou volé lors de la confrontation qui ne manquerait pas de suivre. La boîte que j'ai laissée sur la table de cuisine a nécessité la réflexion la plus stratégique. Son contenu devait communiquer plusieurs messages simultanément, que je savais tout de leurs opérations criminelles, que j'avais déjà contacté les forces de l'ordre, que leurs menaces et leurs manipulations avaient échoué, et qu'ils faisaient maintenant face aux conséquences de leur choix plutôt qu'aux avantages de mon acquiescement. À l'intérieur de la boîte, j'ai placé des captures d'écran imprimées de chaque message texte incriminant entre Emma et mon père, des copies de documents du FBI montrant ma plainte formelle concernant le vol d'identité et la fraude, des articles de journaux sur des poursuites similaires de fraude en crypto-monnaie avec des peines mises en évidence, et une lettre détaillée expliquant ma connaissance de leurs activités criminelles et ma décision de chercher la justice plutôt que de permettre leur crime. La pièce maîtresse était une clé USB étiquetée, pour les abonnés d'Emma, qui contenait des preuves vidéo de la confession d'Emma sur le stratagème de fraude, des enregistrements audio de ses discussions sur la façon de me faire accuser de ces crimes, et des documents financiers montrant comment elle avait volé ses victimes tout en se constituant une richesse personnelle via des comptes offshore. La clé USB était programmée pour télécharger automatiquement ces preuves sur les comptes de médias sociaux d'Emma lorsqu'elle était consultée, garantissant que ses victimes apprendraient la vérité sur sa tromperie. Ma lettre de disparition expliquait la situation en termes que mon père comprendrait. Tu m'as élevé en me faisant croire que la famille signifie se protéger mutuellement et rester unis dans les moments difficiles. Emma a choisi de voler mon identité, de détruire mon crédit et de mettre ma vie en danger pour financer ses activités criminelles. Tu as choisi de l'aider à planifier cette tromperie et de profiter de ses crimes. Ces choix ont des conséquences qu'aucune quantité de culpabilité, de manipulation ou de loyauté familiale ne peut surmonter. Je ne me cache pas de vous. Je travaille avec des enquêteurs fédéraux pour garantir que les victimes d'Emma obtiennent justice et que les criminels dangereux subissent la punition appropriée pour leurs actions. La lettre se terminait par un ultimatum. Tu as 24 heures pour contacter le FBI et offrir une coopération totale à leur enquête. Si tu choisis de protéger les opérations criminelles d'Emma au lieu d'aider ses victimes, tu feras face aux conséquences juridiques complètes de tes actions.
C'est ta seule occasion de démontrer qu'une partie du père qui m'a élevé existe toujours. Alors que je me préparais à quitter ma maison pour ce qui pourrait être la dernière fois, j'ai ressenti une profonde tristesse qui n'avait rien à voir avec la peur ou la colère. Le bâtiment qui avait été ma maison pendant 5 ans représentait la vie que j'avais travaillé si dur à créer après des années d'éducation et de sacrifice. Les activités criminelles d'Emma et de mon père avaient contaminé tout ce que j'avais construit, me forçant à abandonner ma vie normale pour chercher une protection contre des dangers que je n'avais jamais imaginés. Mais sous la tristesse se cachait un sentiment croissant de détermination et d'objectif. Pendant des années, j'avais permis le comportement destructeur de ma famille en fournissant des solutions financières aux problèmes qu'ils avaient créés par de mauvais choix et de la malhonnêteté. Ma volonté d'aider avait en fait rendu leurs activités criminelles possibles, en supprimant les conséquences naturelles qui auraient pu les empêcher de nuire à tant de personnes. Les victimes d'Emma méritaient mieux que mon silence et mon acquiescement continu. Les familles qui avaient perdu leurs économies de toute une vie, les jeunes gens dont l'avenir avait été détruit, les victimes âgées qui avaient été manipulées pour investir leurs fonds de retraite. Ils méritaient tous la justice plus qu'Emma ne méritait une protection contre les conséquences de ses choix. Alors que je m'éloignais de ma maison en voiture vers l'endroit sur que le détective avait organisé, j'ai vu la voiture de mon père se garer dans mon allée dans le rétroviseur. Dans quelques minutes, il découvrirait que sa manipulation avait complètement échoué et que ses activités criminelles seraient bientôt exposées aux forces de l'ordre et au grand public. La vraie confrontation ne faisait que commencer. Depuis ma position dans la camionnette de surveillance garée à 3 pâtés de maison, j'ai regardé, via les flux vidéo en direct, mon père s'approcher de ma porte d'entrée, portant la mallette qu'il avait promis d'apporter pour le transfert d'argent. Le détective et l'agent spécial du FBI Rodriguez surveillaient plusieurs angles de caméra, tandis que l'équipement d'enregistrement capturait chaque mot et action pour être utilisé dans les poursuites fédérales. La confiance de mon père était immédiatement visible dans son langage corporel. Il marchait avec l'allure assurée de quelqu'un qui avait réussi à manipuler sa cible, et qui s'attendait à percevoir la récompense promise. Son visage montrait du soulagement plutôt que de l'inquiétude, confirmant qu'il n'avait jamais douté de sa capacité à me culpabiliser pour payer les dettes d'Emma, quelles que soient les méthodes criminelles qu'ils avaient utilisées pour créer ces obligations. Il croit vraiment que tu vas lui remettre 850 000 $ pour protéger une sœur qui a volé ton identité, a observé l'agent Rodriguez. Ce niveau de confiance suggère que cette tactique de manipulation a fonctionné plusieurs fois auparavant. La clé a tourné facilement dans la serrure de ma porte d'entrée, révélant que mon père avait gardé la clé de rechange que je lui avais donnée pour les urgences. Dans son esprit, cela se qualifiait probablement comme une urgence familiale qui justifiait d'entrer chez moi sans permission. L'ironie n'a pas échappé que lui aussi commettait un autre crime dans le processus de perception du paiement pour les crimes précédents d'Emma. Les caméras de sécurité dans toute la maison ont suivi son mouvement alors qu'il appelait mon nom, s'attendant à ce que je réponde depuis une autre pièce. Lorsque le silence a répondu à ses appels, la confusion a remplacé la confiance dans son expression faciale. Il a commencé à chercher pièce par pièce, me cherchant ou cherchant des preuves de l'endroit où j'aurais pu aller pour récupérer l'argent qu'il attendait. La fouille du salon est devenue de plus en plus frénétique, car mon père a réalisé que la maison était essentiellement vide. Des meubles manquants, des murs nus et des étagères vides suggéraient un départ permanent plutôt qu'une absence temporaire. Ces appels téléphoniques à mon numéro de portable sont allés directement à la messagerie vocale, ajoutant à son anxiété croissante face à la situation qu'il découvrait. Les caméras de cuisine ont capturé le moment où il a remarqué la boîte posée seule sur la table, où nous avions examiné les documents de dette d'Emma la veille. Pendant plusieurs minutes, il l'a fixée sans bouger, comme s'il sentait que son contenu changerait fondamentalement sa compréhension de la situation qu'il pensait contrôler. Quand il a finalement ouvert la boîte, sa réaction a dépassé même mes attentes de choc et d'horreur. Les captures d'écran imprimées de ses messages textes avec Emma sur la manipulation de ma personne étaient au-dessus, faisant de ses propres mots la première chose qu'il a vue. La lecture de ces discussions désinvoltes sur ma prévisibilité et leur stratégie de manipulation émotionnelle l'a clairement dévasté d'une manière que je n'avais pas anticipée. Il est en train de réaliser que nous avons des preuves documentées de chaque aspect de leur conspiration criminelle, a expliqué le détective et alors que nous regardions le visage de mon père devenir pâle. Ces messages textes sont suffisants pour le poursuivre pour fraude de conspiration et racket en vertu de la loi fédérale. Les documents du FBI ont eu un effet encore plus fort. Voir des documents officiels fédéraux des forces de l'ordre avec des numéros de dossier et des signatures d'agents lui a fait comprendre que ce n'était pas un différend familial qui pouvait être résolu par le chantage émotionnel. Le gouvernement fédéral enquêtait maintenant sur des activités criminelles qui entraînaient des décennies de prison pour toutes les personnes impliquées.
Mais les articles de journaux sur les poursuites pour fraude en crypto-monnaie semblaient l'avoir le plus terrifié. Les phrases mises en évidence montraient des peines de prison de 15 à 20 ans pour des crimes similaires, des confiscations d'actifs qui laissaient les accusés financièrement détruits, et des interdictions à vie dans les industries des services financiers. Il a commencé à comprendre que la coopération n'entraînerait pas seulement un embarras familial, mais la destruction complète de sa vie telle qu'il l'avait connue. Ma lettre a déclenché les cris que nous pouvions entendre même à 3 pâtés de maison. La lecture de ma connaissance détaillée de leurs activités criminelles, ma décision de travailler avec les forces de l'ordre plutôt que de permettre leurs crimes, et mon ultimatum pour sa coopération, ont provoqué une crise émotionnelle complète qui a duré près de 10 minutes. Ce n'est pas de la colère, a noté l'agent Rodriguez. C'est de la panique. Il est en train de réaliser qu'au lieu de te manipuler pour résoudre leurs problèmes, ils ont créé une situation où tu as le pouvoir de les détruire tous les deux. La clé USB a représenté le coup psychologique final. Mon père comprenait la présence d'Emma sur les médias sociaux mieux que la plupart des gens de son âge, l'ayant aidé à bâtir son audience en promouvant son contenu sur ses réseaux sociaux. Il savait que la diffusion de preuves de sa fraude à ses 100 000 abonnés détruirait sa carrière, sa réputation et sa capacité à continuer à opérer des escroqueries en crypto-monnaie à l'avenir. Mais plus important encore, il a réalisé que les abonnés d'Emma comprenaient beaucoup de ces victimes qui ne savaient toujours pas qu'elles avaient été délibérément escroquées plutôt que prises dans des pertes d'investissement légitimes. La clé USB révélerait la confession d'Emma sur le vol de leur argent, ses plans pour me faire accuser de ces crimes, et son manque total de remords pour avoir détruit leur avenir financier. Les caméras du téléphone ont capturé l'appel de mon père à Emma, bien que l'audio ait été partiellement masqué par sa crise émotionnelle continue. D'après ce que nous pouvions discerner, il essayait de l'avertir des preuves que j'avais rassemblées, tout en exigeant également de savoir pourquoi elle ne lui avait pas parlé de toute l'étendue de ses activités criminelles. Elle est probablement en train de réaliser pour la première fois qu'il n'est pas au courant des comptes offshore et des actifs cachés, a observé le détective. Elle lui mentait sur l'étendue de ses crimes, tout comme elle mentait à tout le monde. La conversation a semblé devenir houleuse, car Emma essayait vraisemblablement de maintenir sa tromperie pendant que mon père exigeait des réponses sur les accusations auxquelles ils allaient probablement faire face. Grâce à l'équipement de surveillance, nous pouvions entendre des fragments de son côté de la conversation. Des phrases comme « enquête fédérale »,« peine de 20 ans » et « Kenny c'est tout » révélaient le cœur de leur discussion. Lorsque l'appel a pris fin, mon père est resté assis dans un silence stupéfait pendant près de 15 minutes, fixant les preuves éparpillées sur ma table de cuisine. Le manipulateur confiant qui était entré chez moi en s'attendant à percevoir un paiement pour les crimes de sa fille avait été remplacé par un homme brisé, confronté à la destruction complète de sa famille et de son avenir. C'est le moment où la réalité s'installe, a expliqué l'agent Rodriguez. Il est probablement en train de parcourir chaque conversation, chaque message texte, chaque transaction financière, essayant de déterminer la quantité de preuves que nous avons, et s'il y a un moyen de minimiser son exposition. Le système de sécurité a suivi le mouvement de mon père alors qu'il rassemblait toutes les preuves de la boîte, vraisemblablement pour montrer à Emma toute l'étendue de ce que je savais de leurs opérations. Son départ de ma maison a marqué le début de ce qui serait probablement des tentatives frénétiques pour cacher des actifs, détruire des preuves et élaborer des stratégies pour éviter les poursuites. Mais ils étaient déjà trop en retard. Les enquêteurs fédéraux montaient le dossier depuis 3 jours, alors qu'ils ignoraient que leur crime avait été exposé. Chaque appel téléphonique qu'ils faisaient, chaque transaction financière qu'ils tentaient, chaque mouvement qu'ils faisaient était surveillé et documenté comme preuve supplémentaire pour les poursuites. Alors que la voiture de mon père disparaissait dans la rue, j'ai ressenti un mélange complexe de tristesse et de satisfaction. Tristesse pour les relations familiales qui avaient été détruites par la trahison criminelle, mais satisfaction que les victimes d'Emma reçoivent enfin la justice qu'elles méritaient. Les cris de mon père avaient marqué la fin de leurs opérations criminelles et le début de la responsabilité pour des années de fraude et de manipulation. La vraie confrontation était sur le point de commencer. La camionnette de surveillance était devenue mon centre de commandement temporaire pour orchestrer la phase finale d'une opération qui exposerait des années d'activité criminelle, tout en protégeant des centaines de victimes de tout préjudice supplémentaire. Les agents du FBI, les détectives de la police de Denver et les procureurs fédéraux ont travaillé ensemble pour coordonner des actions simultanées dans plusieurs juridictions, alors que le réseau criminel d'Emma commençait à se désintégrer. À exactement 18 h ce soir-là, la clé USB que j'avais laissée pour mon père a activé sa séquence de téléchargement automatisé. Les comptes de médias sociaux d'Emma, qui avait bâti sa réputation d'experte en crypto-monnaie à succès, ont commencé à publier les preuves de sa fraude qui détruirait cette image soigneusement construite pour toujours.
Ces 100 000 abonnés ont regardé en temps réel des vidéos, des enregistrements audio et des documents financiers révélaient la vérité sur ses activités criminelles. La réponse des médias sociaux est sans précédent, a rapporté l'agent du FBI Rodriguez alors qu'elle surveillait l'activité en ligne. Ses abonnés partagent les preuves plus rapidement que nous ne pouvons les suivre. Le hashtag #EmmaFraude est en tête des tendances nationales. Cela n'aurait pas pu être plus efficace si nous l'avions planifié nous-mêmes. Les familles des victimes, dont beaucoup suivaient les médias sociaux d'Emma depuis des mois, espérant comprendre ce qui était arrivé à leur argent, ont finalement reçu les réponses qu'elles cherchaient. Les preuves téléchargées montraient Emma riant de leurs pertes, discutant de stratégies pour manipuler des investissements supplémentaires, et planifiant de disparaître avec leur argent une fois que le stratagème se serait effondré. Mais l'exposition sur les médias sociaux n'était que le début de ma réponse coordonnée à des années de manipulation familiale et d'exploitation criminelle. Pendant qu'Emma et mon père se précipitaient pour gérer leur crise sur les médias sociaux, les enquêteurs fédéraux exécutaient des mandats de perquisition dans des lieux à travers 3 États, saisissant des ordinateurs, des dossiers financiers et des preuves physiques qui soutiendraient les poursuites contre l'ensemble du réseau criminel. Les comptes bancaires offshore qu'Emma pensait avoir cachés ont été simultanément gelés par une coopération policière internationale que les spécialistes des crimes financiers du FBI développaient depuis des mois. Les autorités suisses et des îles Caïmans ont saisi plus de $2 millions de fonds de crypto-monnaies volés, garantissant que les victimes d'Emma récupéreraient la plupart de leurs pertes grâce à des procédures de confiscation d'actifs fédérales. Mon appel téléphonique à mon père est arrivé alors que des agents fédéraux perquisitionnaient l'appartement d'Emma et découvraient des preuves de crimes supplémentaires qui s'étendaient bien au-delà de la fraude en crypto-monnaie. La conversation serait enregistrée et transcrite dans le cadre du dossier fédéral, mais je voulais qu'ils comprennent toute l'étendue de ce qui se passait et pourquoi ces tactiques de manipulation avaient échoué si complètement. « Kenny, tu dois arrêter ça », a plaidé mon père lorsqu'il a répondu au téléphone. « Emma a fait des erreurs, mais elle reste ta sœur. Cette enquête va détruire toute notre famille. Il doit y avoir un autre moyen de résoudre cette situation. »« Papa, Emma n'a pas fait d'erreur, » ai-je répondu, gardant ma voix calme et contrôlée. Elle a géré une entreprise criminelle qui a volé plus de $4 millions à des centaines de personnes. Elle a détruit des familles, ruiné des retraites et mis fin au rêve de jeunes de faire des études et d'être propriétaire. Elle a utilisé mon identité volée pour financer ses crimes et a prévu de me faire accuser comme le cerveau si je refusais de payer ses dettes. Le silence à l'autre bout du fil m'a dit qu'il commençait à comprendre la différence entre la loyauté familiale et la complicité criminelle. Pendant des années, il avait permis le comportement destructeur d'Emma en traitant ses crimes comme des problèmes familiaux qui nécessitaient les solutions financières de Kenny. Maintenant, il découvrait que certaines actions ont des conséquences que la loyauté familiale ne peut pas surmonter. « Tu aurais pu simplement payer l'argent et passer à autre chose », a-t-il finalement dit. « Ton entreprise a assez de succès pour absorber $850 000. Pourquoi as-tu dû impliquer le FBI et détruire la vie d'Emma ?» Sa question révélait le malentendu fondamental qui avait conduit à cette confrontation. Dans l'esprit de mon père, mon succès financier créait une obligation de résoudre les problèmes familiaux, quelle que soit leur nature criminelle. Il croyait sincèrement que mon amour pour Emma devait l'emporter sur mon souci pour ses victimes ou mon propre péril juridique. Parce qu'il ne s'agit pas de $850 000, ai-je expliqué. Il s'agit de $4 millions volés à 300 familles qui ont fait confiance à Emma avec leurs économies. Il s'agit de jeunes qui n'ont pas les moyens d'aller à l'université parce qu'Emma a convaincu leurs parents d'investir leurs fonds d'éducation dans des stratagèmes frauduleux. Il s'agit de victimes âgées qui ont perdu leur argent de retraite parce que tu les as recrutées par le biais de ton église et de tes réseaux sociaux. Le poids émotionnel de ces crimes a semblé le frapper pour la première fois. Alors que je décrivais le coût humain des opérations d'Emma et son rôle dans leur facilitation, le détective, qui surveillait notre conversation, a noté que la respiration de mon père devenait laborieuse et que ses réponses devenaient de plus en plus décousues alors qu'il traitait l'étendue des dommages que sa famille avait causés. Emma m'a dit que les investissements étaient légitimes, a-t-il protesté faiblement. Elle a dit qu'elle aidait les gens à s'enrichir grâce aux opportunités de crypto-monnaie. Je ne savais pas qu'elle leur volait. Papa, tu as reçu des paiements mensuels de l'entreprise d'Emma pendant plus d'1 an. Tu l'as aidé à falsifier ma signature sur des documents de prêt. Tu as planifié des stratégies pour me manipuler afin que je paie des dettes que je n'ai jamais autorisées. Les messages textes prouvent que tu savais que c'était criminel depuis le début. L'agent Rodriguez a indiqué que les procureurs fédéraux étaient particulièrement intéressés par les tentatives de défense de mon père, car elles révélaient sa conscience de culpabilité et sa compréhension de la nature criminelle de ses actions.
Ses protestations de ne pas connaître la vérité contredisaient les preuves numériques qui montraient clairement sa participation active à la planification d'activités frauduleuses. Je peux coopérer à l'enquête, a-t-il offert désespérément. Je peux témoigner contre les associés d'Emma et aider à récupérer plus d'argent volé. Il doit y avoir un moyen de réduire ma peine et de garder notre famille unie. Sa volonté de trahir les partenaires criminels d'Emma tout en essayant toujours de la protéger révélait le raisonnement moral sélectif qui avait permis des années de comportement criminel. Il pouvait comprendre l'injustice de leurs actions lorsque cela lui était bénéfique de coopérer, mais il ne pouvait pas accepter la responsabilité des choix qui avaient causé d'énormes dommages à des innocents. Ta coopération est entre toi et les procureurs fédéraux, ai-je répondu. Mais papa, tu dois comprendre que nos relations familiales ont pris fin au moment où tu as décidé d'aider Emma à voler mon identité et à planifier des activités criminelles. Les personnes qui m'ont élevé, que j'ai aimé et soutenu pendant des années, ne m'auraient pas fait cela, ni aux victimes d'Emma. La conversation s'est poursuivie pendant encore 20 minutes, alors que mon père passait par diverses tactiques de manipulation émotionnelle qui avaient réussi lors de conflits familiaux précédents. Il a essayé la culpabilité concernant la destruction des relations familiales, la peur de ce qui arriverait à Emma en prison fédérale, et la colère à propos de mon égoïsme à choisir des étrangers plutôt que la loyauté familiale. Mais ces tactiques avaient perdu leur pouvoir lorsque j'ai découvert toute l'étendue de leur planification criminelle et de leur manipulation. Comprendre qu'ils ne me considéraient que comme une ressource financière à exploiter m'avait libéré des liens émotionnels qui avaient rendu leur manipulation possible pendant tant d'années. L'appel a pris fin lorsque des agents fédéraux sont arrivés à l'emplacement de mon père pour exécuter leur mandat de perquisition. Ces derniers mots ont été une promesse de me faire regretter ma décision d'impliquer les forces de l'ordre, suivie de tentatives pour cacher des preuves que les agents pouvaient le voir détruire en temps réel grâce à l'équipement de surveillance. Alors que le soir s'installait sur Denver, j'ai réalisé que la confrontation que j'avais planifiée pendant des jours était essentiellement terminée. Le réseau criminel d'Emma était démantelé par des enquêteurs fédéraux. Ses victimes apprenaient la vérité sur sa fraude grâce à l'exposition sur les médias sociaux, et les actifs volés étaient récupérés pour être distribués aux personnes qu'elle avait lésées. Mais, plus important encore, je m'étais enfin libéré de ces années de manipulation émotionnelle et d'exploitation criminelle qui s'étaient déguisées en loyauté familiale. Pour la première fois depuis le début de ma carrière, mon succès m'appartenait entièrement, plutôt que de servir de fonds d'urgence à des membres de ma famille qui considéraient mes réalisations comme leurs ressources personnelles. La vraie victoire n'était pas d'exposer les crimes de ma famille ou de me protéger de leurs conséquences. C'était de découvrir que défendre ce qui est juste, même lorsque cela exige un énorme sacrifice personnel, conduit à une paix et à un respect de soi authentique qu'aucune approbation familiale ne pouvait fournir. 18 mois après l'appel téléphonique désespéré de mon père, je me tenais au tribunal fédéral de Denver, regardant Emma recevoir sa sentence de 12 ans de prison fédérale pour avoir géré un stratagème de fraude en crypto-monnaie qui avait escroqué plus de 400 familles de leurs économies. Les paroles du juge sur le mépris insensible pour le bien-être des victimes et la planification sophistiquée pour maximiser les profits criminels ont validé tout ce que j'avais enduré pour assurer ce moment de justice. Mon père avait reçu 6 ans de prison fédérale après avoir plaidé coupable à des accusations de complot, de vol d'identité et de blanchiment d'argent. Sa coopération avec les enquêteurs fédéraux avait aidé à poursuivre d'autres membres du réseau criminel d'Emma, mais elle n'a pas pu annuler les dommages qu'il avait aidé à causer à des centaines d'innocents qui faisaient confiance à ses recommandations sur les opportunités d'investissement d'Emma. Le réseau criminel plus large qui avait facilité les opérations d'Emma a fait face à des conséquences encore plus dures. Marcus Shen, le spécialiste de la manipulation d'identité, a reçu 22 ans pour son rôle dans de multiples stratagèmes de fraude. Brad Peterson, le partenaire commercial principal d'Emma, a été condamné à 18 ans et a été sommé de confisquer plus de 3 millions de dollars d'actifs volés. L'organisation entière, qui avait semblé si puissante et dangereuse quelques mois auparavant, avait été complètement démantelée par les forces de l'ordre fédéral. Mais le résultat le plus satisfaisant concernait la récupération des fonds volés pour les victimes d'Emma. Les procédures fédérales de confiscation d'actifs avaient récupéré près de 90% de l'argent qu'elle avait volé, y compris des fonds cachés dans des comptes offshore qu'elle croyait hors de portée des forces de l'ordre. Les familles qui avaient perdu leurs économies de retraite recevaient d'importants paiements de restitution qui les aideraient à reconstruire leur sécurité financière. Jessica, l'ancienne colocataire d'Emma, dont les rêves d'école de médecine avaient été détruits par des pertes d'investissement frauduleuses, m'a envoyé une lettre décrivant comment le paiement de restitution lui avait permis de retourner à l'école et de terminer son diplôme de médecine. Derek, l'ancien collègue qui avait hypothéqué sa maison sur la base des promesses d'Emma, a pu sauver sa maison et même démarrer une petite entreprise avec ses fonds récupérés.
La transformation personnelle résultant de la confrontation avec les activités criminelles de ma famille s'est avérée encore plus significative que les victoires juridiques. Turner Solutions, mon cabinet de conseil, a non seulement survécu à la crise, mais a connu une croissance substantielle, car les clients corporatifs recherchaient notre expertise spécifiquement en raison de l'intégrité dont j'avais fait preuve pendant l'enquête. Plusieurs entreprises du Fortune 500 nous avaient engagés exclusivement parce qu'elles voulaient travailler avec quelqu'un qui avait choisi la justice plutôt que la commodité personnelle. La fondation que j'avais établie pour aider les victimes de fraude avait aidé plus de 200 familles à récupérer des actifs volés et à reconstruire leur vie financière. En travaillant avec les organismes d'application de la loi et les groupes de défense des victimes, nous avions développé des ressources et des systèmes de soutien qui aidaient les gens à naviguer dans le processus complexe de rétablissement financier, tout en faisant face au traumatisme émotionnel d'être délibérément trahi par des individus de confiance. Mon propre processus de guérison a nécessité une thérapie approfondie pour traiter des années de manipulation émotionnelle et de dysfonctionnement familial que je n'avais jamais pleinement reconnu jusqu'à ce que les activités criminelles d'Emma me forcent à examiner nos schémas relationnels. Le docteur Elizabeth Warren, spécialiste des traumatismes familiaux et des abus émotionnels, m'a aidé à comprendre comment mon succès avait fait de moi une cible d'exploitation par des personnes qui voyaient mes réalisations comme des ressources pour leur usage personnel. Ta volonté de te sacrifier pour la paix familiale a permis leur comportement criminel, a expliqué le docteur Warren lors d'une de nos sessions. En supprimant les conséquences naturelles de leur mauvais choix, tu leur as en fait rendu plus facile de nuire à d'autres personnes. Apprendre à fixer des limites saines n'est pas égoïste. C'est te protéger toi-même et la société contre des individus dangereux qui considèrent les autres comme des outils pour leur bénéfice personnel. Le processus thérapeutique a révélé que mon rôle de solutionneur de problèmes familiaux tout au long de ma vie avait empêché Emma et mon père de développer un raisonnement moral normal et une responsabilité personnelle. Ma volonté de payer pour leurs erreurs leur avait appris que les conséquences pouvaient toujours être évitées par la manipulation émotionnelle et la culpabilisation, ce qui a finalement conduit à la mentalité criminelle qui a rendu possible leur stratagème de fraude. Construire des relations saines avec des personnes qui valorisaient mon caractère plutôt que mes ressources financières a nécessité d'apprendre des compétences sociales et des limites émotionnelles entièrement nouvelles. Ma petite amie Rachel, que j'avais rencontrée grâce au bénévolat à la Fondation pour les victimes de fraude, appréciait mon intégrité et mon dévouement à aider les autres à se remettre des crimes financiers. Notre relation était basée sur le respect mutuel et des valeurs partagées, plutôt que sur la dépendance financière ou la manipulation émotionnelle. La famille choisie, que j'ai développé grâce à des amitiés proches et des relations professionnelles m'a fourni l'amour et le soutien authentique que j'avais toujours espéré trouver dans ma famille biologique. Partenaires commerciaux, autres défenseurs du rétablissement de la fraude et amis qui m'avaient soutenu pendant l'enquête ont offert des relations basées sur une véritable attention plutôt que sur une exploitation calculée. Les lettres d'Emma de la prison fédérale ont révélé qu'elle restait fondamentalement inchangée par sa poursuite criminelle et son incarcération. Sa correspondance me blâmait d'avoir ruiné sa vie en refusant de permettre ses crimes, et elle n'exprimait aucun remords pour la famille qu'elle avait détruite par ses activités frauduleuses. Elle continuait à se considérer comme la victime de circonstances indépendantes de sa volonté, plutôt que comme l'architecte d'une entreprise criminelle qui avait causé d'énormes dommages. Les lettres de prison de mon père montraient plus de conscience des dommages que ses choix avaient causés, mais elles révélaient également son espoir continu que les relations familiales pourraient être restaurées une fois sa peine purgée. Bien que j'ai accepté une correspondance limitée, j'ai clairement indiqué que toute relation future nécessiterait un changement de comportement démontré, plutôt que de simples expressions de regret. La leçon de vie plus profonde qui a émergé de cette expérience impliquait de comprendre la différence entre l'amour authentique et l'exploitation manipulatrice déguisée en loyauté familiale. Les véritables relations familiales sont basées sur le respect mutuel, la communication honnête et des valeurs partagées, plutôt que sur l'obligation financière et la manipulation émotionnelle. Les gens qui se soucient vraiment de toi ne détruisent pas ta réputation, ne volent pas ton identité ou ne mettent pas ta vie en danger pour résoudre des problèmes qu'ils ont créés par des activités criminelles. Défendre la justice, même lorsque cela nécessite de confronter des personnes que l'on aime, conduit finalement à une paix et à un respect de soi authentique qu'aucune approbation familiale ne peut fournir. La douleur temporaire de fixer des limites saines crée un espace pour des relations authentiques avec des personnes qui apprécient ton caractère plutôt que de te considérer comme une ressource à exploiter. La réalisation la plus profonde impliquait de comprendre que me protéger de l'exploitation criminelle n'était pas égoïste, mais nécessaire pour prévenir des dommages supplémentaires à des victimes innocentes. En refusant de permettre les crimes d'Emma, j'avais aidé à sauver d'autres familles de la destruction financière, tout en veillant à ce que des criminels dangereux subissent les conséquences appropriées de leurs actions.
Mon succès en affaires n'avait jamais été destiné à servir de police d'assurance pour les membres de la famille qui choisissaient des activités criminelles plutôt qu'un travail honnête. Apprendre à protéger mes réalisations de l'exploitation m'a permis d'utiliser mes ressources à des fins véritablement utiles, soutenir les victimes de fraude, établir des relations commerciales éthiques et créer un changement positif dans ma communauté. Le travail de la Fondation s'était étendu au-delà de l'aide aux victimes individuelles pour inclure des programmes éducatifs qui aident les gens à reconnaître et à éviter les stratagèmes de fraude en crypto-monnaie. En travaillant avec les organismes d'application de la loi, nous avons développé des ressources qui ont empêché des millions de dollars de pertes supplémentaires en apprenant aux victimes potentielles à identifier les tactiques de manipulation sophistiquées utilisées par les criminels financiers. Alors que je réfléchissais au voyage allant de l'exploitation familiale à la liberté personnelle et à la justice sociale, j'ai réalisé que la leçon la plus importante impliquait d'apprendre à faire la distinction entre l'amour authentique et le contrôle manipulateur. Les gens qui se soucient vraiment de ton bien-être ne te demandent pas de sacrifier ton intégrité, de détruire ta réputation ou de permettre des activités criminelles qui nuisent à des familles innocentes. La voie à suivre impliquait d'utiliser mon expérience pour aider d'autres personnes à reconnaître et à échapper à une manipulation similaire, tout en construisant des relations basées sur une attention authentique plutôt que sur une exploitation calculée. La paix et la satisfaction qui sont venues du choix de la justice plutôt que de la commodité m'avaient appris que faire ce qui est juste, même lorsque c'est difficile, crée un bonheur durable qu'aucune approbation familiale ne pourrait jamais fournir.